Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, scandale à 10 milliards de dollars. Le Congrès de la Renaissance démocratique And Dekilingor appelle à la barre le chef de l'État Macky Sall, l'ex-PM Mohamed Dionne et le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Quant à Aliou Cissé et Franck Timis, ils seront traduits devant la CREI pour expliquer l'origine de chaque centime dont ils possèdent. C'est l'élément déclencheur de la saisine du procureur par le ministre de la Justice, le fameux rapport de l'IGE qui circule sur Internet. Quel est le fonctionnement de l'Inspection générale d'État? Qui a la primeur de ces rapports? Nous ferons le point dans un instant. Autre scandale qui risque de faire beaucoup de bruit au Sénégal. Selon l'ONG Human Rights Watch, plus de 100 000 enfants seraient forcés de mendier sous peine de brimades physiques et psychologiques. Les enfants talibés vivent des choses abominables dans certains daras. Selon le rapport, la grogne des maîtres coraniques se fait déjà entendre. Et puis en sport, en fin d'édition, nous irons à Alicante retrouver nos envoyés spéciaux. Vous verrez que le rythme de la préparation des Lions s'intensifie à 11 jours du match face à la Tanzanie. Un match de préparation, justement, les Lions se sont échauffés 7-0 face à une équipe locale espagnole. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Nouveau rebondissement dans l'affaire du scandale à 10 milliards de dollars. Le Congrès de la Renaissance démocratique va traduire en justice le chef de l'État, Macky Sall, Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ex-premier ministre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour haute trahison. Selon Abdoul Mbaye et compagnie, la signature de ces personnalités a fait perdre le Sénégal 135 milliards de francs CFA. La CREI va aussi reprendre du service puisque Aliou Sall et Franck Timis seront traduits devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Suivons tout cela avec Pape Faraning et Modou Diop. Le président Macky Sall, son ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et son ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye doivent être traduits en justice pour haute trahison au Sénégal et à l'étranger, selon les leaders. 12h30. Le président Macky Sall, son ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et son ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye doivent être traduits en justice pour haute trahison au Sénégal et à l'étranger, selon les leaders du Congrès de la Renaissance démocratique And Dekilingor. Il y a la matière à ouvrir une enquête pour haute trahison, impliquant Macky Sall, ainsi que l'ensemble des ministres, fonctionnaires et responsables des sociétés publiques qui ont pu contribuer à la commission de tels actes. En particulier, Aly Ngouille Ndiaye et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Tous les témoins de cette affaire relative aux attributions d'autres permis à Franck Timis, à Ovidiu Tender et aux autres bénéficiaires devront être entendus dans le cadre de ces enquêtes, y compris ancien Premier ministre, ancien ministre. Après le supposé scandale révélé par la BBC, le CRD compte poursuivre Aliou Sall et Franck Timis pour enrichissement illicite. En ce qui concerne Aliou Sall et Franck Timis, ainsi que tous les hauts fonctionnaires ayant pris part à cette haute trahison, une plainte sera déposée auprès du procureur spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite contre l'agent public, le sieur Aliou Sall. Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall, Premier ministre et ministre de l'Énergie à l'époque, se lavent à grande eau dans cette affaire. Conseil des ministres et c'est à la suite de ça que j'ai écrit au président pour lui dire mais Monsieur le Président de la République, attention, nous avons été trompés, vous et moi et le Conseil des ministres, par un faux rapport. Le Congrès de la Renaissance démocratique compte sans relâche poursuivre la dynamique pour l'éclatement de la vérité sur ce qu'il appelle un gigantesque scandale sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Merci Pape Farah. C'est d'ailleurs demain que le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, fera face à la presse pour s'exprimer pour la première fois sur cette affaire Aliou Sall et le rapport de l'IGE. Petite subtilité dans cette saisine, le ministre de la Justice a saisi directement le procureur général près la cour d'appel et non pas le procureur de la République comme cela se faisait communément. Cette démarche de Aliou Sall est-elle légale? Oui, selon ce spécialiste du droit pénal interrogé, et c'est
précisément l'article 28 du Code pénal qui lui donne cette prérogative. Mohamed Lamine Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Saisine du procureur général par le ministre de la Justice pour l'ouverture d'une enquête concernant le scandale présumé sur le pétrole. Le professeur de droit pénal confirme que cette saisine du procureur général est la marche à suivre prévue par la loi. L'article 28 du Code de procédure pénale permet au ministre de la Justice, lorsqu'il est au courant d'une infraction, de demander au procureur général près la cour d'appel d'ouvrir une enquête sur les faits et même de poursuivre les faits lorsque les faits sont constitués d'une infraction. L'article 29 du Code de procédure pénale donne au procureur général près la cour d'appel les mêmes prérogatives de pouvoir demander à un procureur de la République d'ouvrir une enquête et même de poursuivre des faits lorsque ces faits sont constitués d'une infraction. Le Code de procédure pénale, de par son article 29, donne la prérogative au procureur général d'instruire le procureur de la République. Le procureur général près la cour d'appel n'enquête jamais. Quand il est saisi d'une affaire, il va voir quel est le procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction relève et demande à ce procureur de la République-là de mener l'enquête. Vous verrez que dans cette affaire, ce ne sera pas le procureur général près la cour d'appel de Dakar qui va mener l'enquête, mais ce sera le procureur de la République de Dakar. Donc, l'effet, c'est que le ministre de la Justice ne peut pas directement saisir le procureur de la République. Même si dans la pratique, c'est le procureur de la République qui mène les enquêtes, qui dirige les enquêtes. Les enquêtes sont menées par la police judiciaire, mais sous le contrôle et la direction du procureur de la République. Selon le professeur de droit pénal, la poursuite est laissée à l'appréciation du procureur de la République. Maintenant, le procureur de la République a ce qu'on appelle la règle de l'opportunité des poursuites. Même si on trouve suffisamment de charges, suffisamment d'indices du moins, qui prouvent que la personne en question pourrait être l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Je dis pourrait être parce que tant que la personne n'est pas jugée, elle est toujours présumée innocente. Donc, quand on a des indices graves et concordants de nature à motiver une inculpation, le procureur peut ne pas poursuivre. S'il juge que malgré que les faits sont avérés, les poursuites ne sont pas nécessaires, il ne va pas engager de poursuites. Mais s'il juge que les poursuites sont nécessaires, en ce moment-là, il va engager des poursuites. Donc, L'enquête n'a pas de durée précise. Cependant, le procureur de la République va tenir une conférence de presse ce mercredi. Le rapport de l'IGE qui circule sur Internet est d'ailleurs le facteur déterminant dans la saisine du procureur de la République par le ministre de la Justice. Un rapport de 2012 qui n'a pas été transmis au chef de l'État selon le ministre de la Justice. Intéressons-nous justement au fonctionnement et à l'organisation de l'inspection générale d'État, ce corps de contrôle qui dépend directement de la présidence de la République. Aminata Mbaresso. C'est le décret 2013-51 qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale d'État. Cet organe d'élite rattaché à la présidence de la République a plusieurs missions. Entre autres missions, l'étude de contrôle et d'enquête sur la gestion des services publics, la manière dont les ressources sont gérées, le résultat. Des missions d'inspection sur ordre du président de la République. Pour ce qui est du cas spécifique des ressources pétrolières et gazières au Sénégal, le vérificateur général d'État aurait envoyé une mission depuis 2012 pour scruter le contenu des contrats signés. Un rapport aujourd'hui source de polémique. Et pourtant, dans l'organisation de l'inspection générale d'État, plusieurs démembrements s'occupent des opérations d'audition, de vérification, mais également des études de contrôle et de qualité des travaux pour une meilleure division du travail, mais également une célérité dans les missions. L'inspection générale d'État prévoit ainsi dans ce cadre 4 sections, dont 3 opérationnelles d'audition et de vérification, une autre section en charge des études de contrôle et de la qualité des travaux de vérification. L'effectif théorique du corps de contrôle est fixé par décret. Il est aujourd'hui arrêté à 65 membres. Merci Aminata. Et puis dans ce contexte, regardez le message d'erreur qu'affiche depuis ces dernières heures le site de l'ITE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Joint par nos équipes, le service de communication de l'ITE déclare que le site subit actuellement une maintenance périodique 2 fois par an, en janvier et en juin. Des dispositions sont prises pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Et puis toujours à ce propos de cette affaire, dans ce Charivari, on oublierait presque que les premiers barils sont attendus en 2021. Justement, quel sera l'impact de la découverte du pétrole et du gaz sur la vie de tous les jours des Sénégalais? Le prix de l'électricité, le panier de la ménagère, la compétitivité des entreprises. Ibou Diouf Diafaraba.
Du pétrole et du gaz au Sénégal, après la phase d'exploration, l'exploitation et les retombées devront avoir un impact sur le coût du prix de l'électricité, l'industrialisation et la consommation ménagère. Présente pour le Sénégal un double avantage, c'est que classiquement, le gaz en tant que combustible pour générer de l'électricité, il occasionne des coûts de revient moins élevés que les combustibles classiques, mis à part donc le charbon qui est un cas spécial. Les centrales nucléaires qui ont des coûts de revient au kilowattheure qui sont beaucoup plus faibles. Mais le gaz, en tout cas dans la moyenne des combustibles, présente un avantage certain du point de vue du coût. Le Sénégal devra faire face à la transformation des modes de production de l'électricité et le raccordement massif des populations, surtout rurales, à travers des programmes innovants. Ce gaz qui sera beaucoup moins cher que les produits pétroliers qui sont aujourd'hui consommés par le parc de production constituera une opportunité pour aller vers une baisse des coûts de l'électricité au niveau du Sénégal, au bénéfice des consommateurs, mais également au bénéfice de l'industrie locale et le développement économique du Sénégal. Si le Sénégal a consenti beaucoup d'efforts dans la fourniture d'électricité, la disponibilité à moindre coût pour aussi encourager la compétitivité. L'enjeu, c'est vraiment l'industrialisation du pays, puisque quand il y a une baisse drastique des coûts de l'électricité, ça impacte notre compétitivité, la compétitivité de notre économie. Vous comprenez très bien que quelqu'un qui veut faire une fonderie, quand il voit que le coût de l'électricité est plus bas au Sénégal qu'ailleurs, il va évidemment venir s'installer ici. Le Sénégal attend les retombées du pétrole et du gaz. Le développement des énergies renouvelables est jugé indispensable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sujet réalisé en marge du sommet africain de l'énergie et du pétrole au Sénégal. Cette 17e édition va réunir à Dakar durant 3 jours les professionnels de la production de pétrole et de l'électricité de la sous-région. L'avenir de la chaîne de valeur énergétique du Sénégal a occupé une place de choix dans les discussions. Suivant à ce propos, Serigne Momar Dieye est avec Ibou Diouf. Un des points essentiels qu'on va aborder. Vous savez, nous, notre sommet, c'est un sommet énergétique. Ce n'est pas un sommet uniquement pétrole. Donc ce matin, on va parler de l'amont pétrolier, on va parler de l'aval, du raffinage, mais demain, on va parler de l'électricité. Et nous allons avoir des intervenants qui vont parler de l'électricité sous-régionale. On va avoir la SOGEM qui gère un peu la partie de Manantali, l'hydroélectricité. On a aussi les gens de l'OMVS qui vont parler. Donc on va parler d'électricité hydraulique qui est au niveau régional avec l'impact avec l'OMVS et l'OMVG. Donc on va parler de développement, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on va faire des produits issus de ce développement de ces productions. Donc on va parler du gaz pour l'électricité, on va parler aussi de raffinerie, on va parler de quels produits on va avoir avec le gaz et le pétrole brut. Début des épreuves du bac technique au lycée de La Fosse. Plus de 300 candidats répartis dans 2 jurys ont commencé l'examen ce mardi. Sans les téléphones portables fortement interdits, aucun incident majeur n'a été annoncé selon le chef du centre. Les candidats, quant à eux, affichent une parfaite sérénité à la sortie des salles d'examen. Maguette Soare-Diallo et Younous Diatta. 12h30 au centre lycée Maurice de La Fosse. Premier jour des épreuves du baccalauréat technique, aucun incident n'a été signalé par les autorités. Nous avons 300 candidats au total, 99 en série G et 201 en série STEG, STEC. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Il n'y a aucun incident jusqu'à présent, tout se passe très bien. Après l'épreuve de l'économie, les candidats livrent leurs premières impressions. Les sujets c'était abordable. On nous a donné ce qu'on a appris jusque-là. En économie, on nous a donné ce qu'on a appris. Donc, on peut avoir confiance et prier le bon Dieu. C'est un peu abordable d'une part, mais on n'a qu'à faire le boulot et laisser le reste à Dieu, quoi. L'usage du téléphone portable est interdit aux candidats et au corps enseignant. Des consignes jusque-là respectées. Le téléphone portable, déjà sur les convocations des candidats, il était déjà mentionné que le téléphone portable est interdit dans le centre. Je pense que les candidats ont bien respecté cette consigne. Parce qu'à 8 heures, nous avons mis un gardien à la porte de l'école. Ce gardien
à rappeler à tout candidat qui devait rentrer dans l'école qu'il ne devait pas amener son portable ici. Heureusement, aucun candidat n'est rentré ici avec son téléphone portable. En fait, mon téléphone, je l'ai laissé à la maison. Je ne l'ai pas amené ici. Même mes camarades aussi n'ont pas amené leur téléphone portable. Le premier tour du baccalauréat technique a démarré ce mardi et prendra fin samedi. Les résultats attendus entre mardi et mercredi prochain. Et puis le ministre de la formation professionnelle était justement au lycée Maurice Delafosse pour le démarrage du bac technique. Dame Diop est satisfait du déroulement de l'examen. Il invite tout de même les élèves à choisir davantage les séries techniques. Il est avec Ndeye Thiaba Aliba. Nous avons constaté que les présidents de jury étaient sur place, les chefs de centre étaient sur place. Les surveillants, on en a démontré au moins 2 par salle de classe. Il y a eu très peu d'absents, on se réjouit de cela. Que tout a démarré à l'heure. Donc nous avons passé le message qui consiste à dire que nous devons rester concentrés, rigoureux pour que le bac qui a commencé se termine dans de bonnes conditions. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de candidats au bac technique, malheureusement. Aujourd'hui, sur un effectif global de 159 000 candidats aux environs, moins de 3 000 font l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et nous avons profité de cette visite pour sensibiliser les différents partenaires parce qu'aujourd'hui, notre économie a besoin de compétences de qualification. Nous avons donc pris déjà en interne des décisions importantes qui consistent à accompagner l'ensemble des bacheliers techniques dans leur formation post-lycée, en prenant en charge à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle leur formation supérieure technique. L'autre grand titre de l'actualité, c'est aussi ce chiffre alarmant de l'ONG Human Rights Watch. 100 000 enfants talibés souffrent le martyre dans les daras au Sénégal. Selon l'ONG, des enfants seraient maltraités dans certaines écoles coraniques. Pire, entre 2017 et 2018, 16 enfants auraient perdu la vie. Des mesures d'urgence s'imposent selon l'ONG. Fatima Touré. La souffrance de 100 000 enfants talibés dénoncée dans le rapport de Human Rights Watch. Dans le document de 81 pages intitulé « Il y a une souffrance énorme », l'organisation revient sur les conditions de vie déplorables de ces enfants de la rue. Pensionnaires d'écoles coraniques, le rapport indique qu'au cours de l'année 2017-2018, 16 enfants talibés sont décédés suite de passages à tabac, d'actes de négligence ou encore d'une mise en danger par certains maîtres coraniques. Toujours dans le document, Human Rights Watch soutient que dans 8 des 14 régions du Sénégal, elle a décelé 61 cas de passage à tabac ou d'abus physiques, 15 cas de viol ou tentative de viol, 16 cas d'enfants séquestrés, attachés dans des daras. Le rapport est le fruit d'un travail de terrain réalisé par Human Rights Watch. Elle dit avoir interrogé 150 personnes, dont 88 talibés ou anciens talibés, 23 maîtres coraniques et de travailleurs sociaux, experts et responsables gouvernementaux. À travers des témoignages, ces enfants talibés expliquent leur calvaire. Ils déclarent qu'ils sont maltraités, parfois mis dans des cellules pendant des semaines, voire des mois, en guise de punition. Aujourd'hui, Human Rights Watch et d'autres organisations, notamment la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains, réclament des mesures d'urgence afin d'éradiquer ce fléau. Pour rappel, en 2016, l'État du Sénégal avait lancé en grande pompe une campagne de retrait des enfants de la rue, mais depuis lors, le mal persiste. Merci Fatima. Et l'on reparle de l'insécurité qui a aussi longtemps occupé les grands titres de l'actualité. Un mois après la découverte du corps sans vie d'une dame au marché Ouakam, souvenez-vous, le marché est toujours hanté par cette découverte macabre. On ne sait toujours pas d'ailleurs qui est cette dame. Rien n'a filtré sur son identité sur place. Au marché, les commerçants regrettent le manque de sécurité des lieux au moment où le maire et le promoteur se renvoient les responsabilités. Koumba Amatlo, Diafaraba. Nous sommes au marché Saling-Saling de Ouakam, un mois après la découverte du corps sans vie d'une dame sur le toit du marché. Le problème de l'insécurité est toujours d'actualité. On est toujours confronté au même problème, l'insécurité. C'est nous-mêmes commerçants qui avons déployé nos moyens pour trouver un gardien. Ici, rien n'a changé.
Comme dans la plupart des marchés du Sénégal, l'hygiène laisse à désirer dans ce lieu d'échange entre le promoteur et la mairie. Les responsabilités sont partagées. Le marché est très sale. La mairie nous a dit qu'il a déjà recruté des techniciens de surface, mais jusque-là, rien du tout. Quant au promoteur, il a dégagé ses responsabilités depuis que la mairie a commencé à collecter les taxes. Insécurité, insalubrité, autant de problèmes qui peuvent être résolus si la gestion du marché est confiée à la commune, selon ce riverain. Il faut que le promoteur accepte de céder la gestion du marché à la commune. Vous avez vu le marché de Ouakam, il est très propre parce que les ordures sont collectées tous les jours. Nous avons tenté de joindre le promoteur en vain. Pour l'instant, les commerçants interpellent les autorités pour la prise en charge de cette situation qui, selon eux, est alarmante. Puis parlons du déminage en Casamance. Malgré le processus de paix lancé, aucun des 16 villages de la commune de Santhiaba-Manjaak n'a bénéficié du déminage humanitaire. Conséquence, certaines populations ne peuvent pas encore rejoindre leur village. D'autres qui sont retournés ne peuvent pas accéder à leurs propres champs. Ces populations demandent à l'État, en présence de ses représentants, surtout de leur venir en aide. Reportage Boubacar Diassi, Lamine Mandiang. Les 16 villages de la commune de Santhiaba-Manjaak, qui est située à la frontière nord de la Guinée-Bissau, ont été beaucoup éprouvés par la crise en Casamance, au point que jusque-là, une bonne partie des populations n'a pas encore accès à ses propres champs à cause des mines. Certains villages ne sont même plus habitables pour le moment, d'où cet appel lancé par le maire de Santhiaba-Manjaak. Certains villages qui sont complètement abandonnés, les gens ont peur des mines. Alors la commune de Santhiaba-Manjaak, jusqu'à là, n'a pas encore connu cette opération de déminage. Je demande au ministre et même au président de la République de tout faire pour que le CNAMS effectue ces opérations de déminage dans la commune de Santhiaba-Manjaak pour permettre à l'ensemble des villages d'être habités. Le village des Phoques est l'un des plus enclavés, car pour s'y rendre, il faut traverser tout le parc national de la Basse-Casamance en empruntant cette route non seulement caoteuse, mais aussi poussiéreuse. Nous, les Phoques, nous sommes totalement enclavés parce que nous n'avons pas de route. Nous souhaitons uniquement la route. C'est ce que nous demandons. Nous avons demandé à l'État, le premier besoin, c'est la route. Toutes ces doléances ont été communiquées aux représentants de l'État venus présider le lancement des activités du Boucout des Phoques. Pour la question de la route, vous savez qu'elle est encore étroitement liée au processus de paix. Ça, tout le monde le sait. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai insisté pour que nous puissions construire définitivement la paix. Pour que ces populations puissent aller et venir et jouer pleinement leur partition dans le processus de développement et d'émergence de la Casamance. Plusieurs centaines d'initiés devraient être recensés lors de ce Boucout au grand bonheur de leurs parents. Merci Boubacar. Et puis un atelier régional de consultation sur la mise en œuvre de la réglementation harmonisée des semences en Afrique de l'Ouest tenu à Dakar. 17 pays africains ratifient une loi agricole commune afin de permettre aux producteurs africains d'assurer une autosuffisance alimentaire africaine. Les pays membres pourront par exemple s'échanger des semences certifiées. Suivant à ce propos, Yacouba Diallo, expert au développement, il est avec Mamadou Fall. C'est un règlement qui a pour objectif d'aider aussi les pays à avoir les mêmes bases pour assurer la qualité, à avoir les mêmes bases pour faire du commerce et permettre à nos paysans de pouvoir avoir accès aux meilleures variétés qui sont développées et qui souvent dorment malheureusement dans les tiroirs de nos instituts de recherche. Et la difficulté, c'est quoi? Il y a les blocages au niveau de chaque pays. Ça fait que même si cette année le Sénégal n'a pas beaucoup de variétés de semences de qualité sur le sorgho par exemple, alors que le sorgho de bonne qualité existe au Mali, il y a des blocages. Le Sénégal est très avancé par exemple dans les semences d'arachide, les semences de riz. Et pourquoi ne pas aider d'autres pays qui sont dans le besoin? Donc l'objectif c'est ça, permettre aux États qui ont le surplus de pouvoir échanger avec les autres. Donc plus le mouvement des semences est effectif, plus le paysan le plus reculé peut avoir accès aux semences de qualité. Donc globalement, l'objectif, c'est de permettre que notre agriculture ait accès aux nouvelles variétés, beaucoup plus rentables, beaucoup plus productives et beaucoup plus orientées vers le goût des consommateurs.
Et puis venons-en à cet hommage rendu à Cheikh Hamidou Kane par d'éminents chercheurs. Selon ces derniers, une lecture minutieuse des œuvres, l'aventure ambiguë et les gardiens du temple pourraient permettre à notre société de mieux s'affirmer. C'était ce matin à l'auditorium de la faculté des lettres de l'UCAD, Aïssatou Gueiba et Gervais Yao. Deux principales œuvres ont marqué les esprits de Cheikh Hamidou Kane. Les œuvres considérées aujourd'hui comme étant des signes avant-coureurs des problèmes qui secouent actuellement le pays. Un succès qui attire plusieurs chercheurs. Comment les questions du début du XXIe siècle qui nous préoccupent apparaissent dans leur traitement au sein de l'aventure ambiguë et du gardien du temple. Par exemple, dans les gardiens du temple, Salif Ba, qui prend, pour ainsi dire, le relais de Samba Diallo, est ingénieur. Et l'auteur considère que cette fonction est tout à fait représentative de ce que l'Afrique, tout en restant profondément ancrée dans certaines valeurs positives de sa culture, est capable, comme le reste du monde, les Occidentaux, les Chinois et d'autres aires culturelles, de participer à la créativité, ajouter au monde, ajouter à la nature ce que l'homme est capable d'imaginer, et la technologie est un de ces aspects. Les enseignements tirés de ce colloque sont bénéfiques pour la jeune génération. Des étudiants ou bien des enseignants jeunes ont pu rencontrer physiquement Cheikh Hamidou Kane et Djibril Tamsir Niane, historien guinéen qui était de passage, et qui ont évoqué tous les deux ce que leur génération a vécu par rapport justement à cet écartèlement entre les valeurs qu'on considère comme africaines et des valeurs universelles qu'on confond parfois avec des valeurs occidentales. Comment est-ce que chacun d'entre eux, dans son travail, dans son domaine de spécialisation, les a accueillis. Le travail abattu par Cheikh Hamidou Kane a été magnifié aujourd'hui par des chercheurs et professeurs qui trouvent en l'homme un esprit vif. Et restons justement dans le monde des lettres avec la commémoration du cinéaste Ousmane Sembène, l'éducation populaire et numérique au service du développement est le thème de cette 12e édition. À cette occasion justement, Daray Sembène a honoré 3 acteurs du monde culturel, Feu Cheikh Tidiane Diop de Daray Coach, Moustapha Diop, acteur, et une certaine Astumben Choub pour ses actions en faveur de l'éducation des enfants. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons. On passe tout de suite à l'actualité sportive avec cette information. À Alicante, en Espagne, les Lions du Sénégal ont dominé une sélection de Maurice, 7-0 en manque de réussite. Depuis ses débuts en sélection, l'avant-centre Mbaye Diagne y est allé de son triplé, s'il vous plaît. La principale rivale du Sénégal dans le groupe C, l'Algérie, a été tenue en échec par le Burundi ce mardi à Doha. Un but partout. Restons justement avec les Lions. Vous allez voir, le rythme s'intensifie au niveau de la tanière. Lessivés, les joueurs le sont à la fin des séances d'entraînement. Mais il faut en passer par là pour être prêt au 23 juin. C'est le premier match du Sénégal face à la Tanzanie. C'est l'avis de Moussa Konaté qui va aborder sa 4e grande compétition internationale avec Mam Fatundoy, notre envoyé spécial à Alicante. On lâche pas, on lâche pas, allez. Des oppositions 7 contre 7, un travail de renforcement, les séances d'entraînement des Lions se corsent de jour en jour. Et c'est de bonne guerre. Ça fait quand même du bien d'avoir fait ces séances, même si c'est vraiment dur. Je pense que c'est ça qui va nous mener à atteindre nos objectifs. On a fait des intermittences, on a fait des travaux de renforcement des jambes, on a fait des jeux réduits pour marquer assez de buts. Et c'est quelque chose qui nous fera du bien pour d'ici le premier match de la CAN. Le rôle de l'attaquant est de mettre au fond les occasions.
En passe d'aborder sa 4e grande compétition internationale avec l'équipe du Sénégal, Moussa Konaté est toujours aussi affamé. J'aime pas rater des occasions. C'est sûr que voilà, si je rate et que si je frappe et que le ballon ne rentre pas, ça va pas me plaire. Après, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que je marque ou pas, l'essentiel est que l'équipe gagne. Si on gagne, tout se passe très bien. La force du groupe actuel est d'allier jeunesse et maturité. Si le Sénégal a pêché dans les précédentes CAN, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Je pense qu'on n'a pas eu assez d'envie, on n'a pas été vraiment concerné sur ce que demandent les grandes compétitions. Maintenant, il y a assez de maturité, il y a de la jeunesse, mais il y a de la maturité aussi. Et je pense qu'avec cette fusion, on peut faire de grandes choses. On peut penser que dans leur tête, les joueurs mènent la réflexion sur la meilleure manière d'aborder la compétition. Cela passe par le terrain où il ne faut surtout pas avoir la tête en l'air. Merci Mame Fatou. Le Sénégal déclaré favori pour cette CAN. Mais attention, favori ne se décrète pas. Il faut le démontrer sur le terrain et s'y tranche le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Sidi Sarr, qui pense avoir des atouts pour figurer sur la liste des 23 lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal en Égypte. Suivons-le au micro de Mame Fatou Ndoye. Avant tout, on va rester bosser, donc rester travailler. Donc après le coach va faire les choix. Donc nous on va rester positif, donc pas négatif. Donc faire le boulot. Et déjà tout comme tu l'as dit, les coups de pied arrêtés, les jets de tête. Je pense que si je suis sur les 23, ça va faire quelque chose. Donc on va rester travailler, donc je pense que ça va venir. On a tout, mais il faut rester humble, parce que tout le monde dit Sénégal c'est le favori, donc il faut montrer les choses sur le terrain. Donc on ne peut pas laisser parler, il faut montrer sur le terrain on est favori ou bien quelque chose. Donc on a tout, donc on va essayer de montrer tout le peuple sénégalais et tout le peuple africain. Donc il y a le Sénégal qui est là, quoi. Et puis à 12 jours de la première journée du groupe C, les adversaires du Sénégal sont en train de faire les derniers réglages au menu pour la Tanzanie, le Kenya et l'Algérie. Au moins une rencontre de préparation cette semaine. Cher Sadibou Diarra. Comme le Sénégal actuellement à Alicante en Espagne, les autres pensionnaires du groupe C de la CAN Égypte 2019 sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. De retour dans la grande messe du football africain après 15 ans d'absence, le Kenya a dévoilé sa liste des 23. Le sélectionneur Sébastien Migné a misé sur la continuité avec la présence des vedettes des Harambee Stars, le capitaine Victor Anyama de Tottenham, Joan Omolo et l'attaquant Michael Olunga. Pour ces matchs de préparation, le Kenya a dominé le Madagascar 1-0 vendredi dernier. Et samedi prochain, il va affronter la République démocratique du Congo en Espagne. Pour le premier adversaire du Sénégal à la CAN, la Tanzanie, c'est l'option de l'acclimatation qui a été choisie. Le sélectionneur Emmanuel Amunike et ses protégés sont présentement au Caire à 12 jours de leur entrée en lice. Les Taifa Stars vont disputer qu'une seule rencontre de préparation face à l'Égypte ce jeudi 13 juin. L'Algérie, l'autre favori du groupe, a entamé son second stage à Doha, au Qatar. Ce mardi, les Fennecs ont fait face au Burundi. Ensuite, ils vont disputer un dernier match le dimanche 16 juin prochain contre le Mali. Merci, cher Sadibou. Voilà, c'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. À suivre ce soir, votre série Golden. Excellente suite des programmes sur la TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.